Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, on cherche à comprendre comment les contrats sécurisent les relations entre l'entreprise et ses partenaires. Aujourd'hui chapitre 4, l'équilibre contractuel, un principe qui sécurise l'entreprise. Nous verrons d'abord la protection de l'entreprise dans le contrat, puis en miroir la protection du contrat en cas d'inexécution des obligations. Nous terminerons par la responsabilité contractuelle. À condition qu'il soit légalement formé, c'est-à-dire qu'il réponde à toutes les conditions requises pour la validité de sa formation, le contrat constitue la loi des parties. L'article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Cependant, il existe deux exceptions à ce principe. Lorsque les deux parties sont d'accord, elles peuvent renégocier le contrat. Celle-ci semble évidente. La deuxième est un peu plus complexe. Dans un contrat dont l'exécution s'étale dans le temps, par exemple un contrat de fourniture, il peut survenir un changement dans les conditions économiques. Par exemple une guerre, une crise économique, une inflation très forte. Et cela se traduit par un déséquilibre important des prestations contractuelles. La partie désavantagée peut alors demander la révision du contrat. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Elle est permise par l'article 1195 du Code civil. Il est donc donné aux parties la possibilité d'adapter le contrat par la négociation et si nécessaire par le juge qui peut anéantir le contrat ou le réviser. L'effet relatif signifie seulement que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. C'est l'article 1199 du Code civil. C'est-à-dire que les parties ne peuvent pas créer de dette à la charge d'un tiers, mais elles ne peuvent pas non plus créer de créances au profit d'un tiers. Il ne s'agit que d'un principe, il y a donc des exceptions. Par exemple, une personne qui va acheter un bien immobilier dans lequel se trouve un locataire va devoir poursuivre le bail conclu par le vendeur. Le locataire est protégé et son contrat de bail a donc des conséquences envers quelqu'un qui ne l'a pas signé. Voyons maintenant ce qui se passe quand l'une des parties ne remplit pas son obligation. Il y a trois façons de résoudre la situation. L'exception d'inexécution, l'exécution forcée et la résolution. L'exception d'inexécution est une mesure qui consiste pour une partie à suspendre l'exécution de son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Pour qu'une partie puisse valablement refuser d'exécuter son obligation, il faut que l'autre partie n'ait pas exécuté la sienne et que cette inexécution soit suffisamment grave. Par exemple, je refuse de payer mon fournisseur tant que je n'ai pas reçu la marchandise. L'action en exécution forcée est une action en justice qui permet au juge d'obliger une partie à remplir son obligation. Elle ne peut être intentée qu'après que le débiteur a été mis en demeure d'exécuter son obligation. Là encore, quelques exceptions. Il y a trois types d'impossibilités qui peuvent empêcher une exécution forcée. L'impossibilité peut être matérielle, par exemple, le débiteur s'est engagé à rénover un bien qui a péri, le bien n'existant plus, il est matériellement impossible de forcer l'exécution. L'impossibilité peut être morale, on donne en général l'exemple d'un artiste qui s'engage à peindre un tableau, on ne peut contraindre le peintre à exécuter son obligation de faire, car on considère que cela serait trop attentatoire à ses libertés individuelles, en raison du caractère éminemment personnel de l'obligation. Et enfin, l'impossibilité peut être juridique. Par exemple, un bailleur conclut successivement deux contrats de bail portant sur le même immeuble avec deux locataires distincts. Une fois le premier installé dans l'immeuble, le second ne peut plus obtenir l'exécution forcée en nature de l'obligation du bailleur, car cela nécessiterait d'expulser le premier locataire. Pour terminer, la résolution du contrat, c'est quand une partie exige que le contrat se termine, soit anéanti, parce que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations. On parle d'anéantissement rétroactif du contrat, car le contrat sera censé ne jamais avoir existé. Cette résolution peut avoir lieu de différentes manières. Elle peut être demandée au juge par une des parties, on parle de résolution judiciaire. Elle peut être la conséquence d'une clause résolutoire dans le contrat, c'est-à-dire que les parties avaient prévu que dans des cas décrits dans la clause, l'une ou l'autre pourrait décider d'anéantir le contrat par ce biais. Dans ce cas, le juge se limite à contrôler l'application de la clause. Voyons enfin ce qu'on appelle en droit la responsabilité contractuelle. Pour obtenir réparation du dommage lié à un contrat, il faut aller en justice demander la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle. Pour cela, il faut remplir trois conditions. Un fait générateur, il s'agit de la faute du débiteur qui n'a pas exécuté l'obligation née du contrat. La faute contractuelle doit être évidemment prouvée. Un dommage, dès lors qu'il y aura défaut d'exécution ou retard d'exécution du contrat, le dommage sera caractérisé.
La responsabilité contractuelle permet au contractant déçu d'obtenir la réparation de la perte subie ou du gain manqué. Par exemple, si un fournisseur ne livre pas la marchandise à son contractant, ce dernier ne peut pas revendre cette marchandise et perd dès lors une partie de son chiffre d'affaires. Le fournisseur devra l'indemniser à ce titre. Et enfin, le lien de causalité. Le demandeur doit établir le lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage dont il est victime et dont il réclame réparation. Le préjudice doit être la conséquence immédiate et directe de l'inexécution du contrat. Malgré tout cela, alors que la mise en jeu de la responsabilité d'une partie pourrait être demandée, il existe des causes et des clauses d'exonération. Les causes d'exonération. Dans certains cas, le lien de causalité sera écarté si le débiteur peut prouver que le préjudice est dû à une cause qui lui est étrangère. C'est ainsi le cas en cas de force majeure. La force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieure pour être validée. Les événements peuvent être des événements naturels tels que des tremblements de terre, inondations, tempêtes, ou des événements humains et sociaux comme des grèves ou des émeutes, mais aussi des décisions de puissance publique, comme des expropriations ou des réquisitions. Deuxième cas, le fait du créancier. Le créancier ne peut pas se plaindre si c'est par son propre fait que le contrat n'est pas exécuté. Si le fait du créancier constitue la cause exclusive du dommage, il y aura exonération totale du débiteur, même si le fait du créancier n'est pas fautif. Autre possibilité, les clauses d'exonération. Les entreprises peuvent se prémunir en insérant des clauses limitatives de responsabilité dans le contrat ou encore fixer le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d'inexécution. Cependant, ces aménagements contractuels doivent être réalisés avec prudence pour que leur validité ne soit pas remise en cause. Concernant les dommages et intérêts, il s'agit d'insérer une clause pénale qui limitera le montant d'indemnisation dû en cas de mise en œuvre de la responsabilité. Cependant, le montant doit être fixé avec précaution car le juge peut le moduler. Le législateur a pris le relais dans la protection des consommateurs en introduisant la notion de clauses abusives, qui sont définies comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Le professionnel ne peut donc introduire des clauses réduisant largement ses obligations. En résumé, vous devez retenir la théorie de l'imprévision et l'effet relatif, l'exception d'inexécution, l'exécution forcée et la résolution, le fait générateur, le lien de causalité et le dommage, et enfin les causes et clauses d'exonération de responsabilité. Bonne révision à tous et à bientôt pour le 5e chapitre, plus orienté vers le management. On commencera à répondre à la question suivante, de quelle manière l'entreprise s'inscrit-elle dans son environnement ?